Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV. Au sommaire, le procès de Oumar Sylla dit Fonike Mengué est renvoyé de nouveau pour une date ultérieure. Détenu depuis 4 mois, Fonike Mengué est donc reparti en prison. Plus de détails dans un instant. Et puis nous irons dans la CRD de Corbé, située dans la préfecture de l'Elouma. Dans cette commune rurale, les autorités peinent à mobiliser des ressources pour faire face au développement. Notre correspondant local sera dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous le disais au sommaire, le procès du responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution a été renvoyé de nouveau pour le jeudi 27 août 2020. C'est une décision du tribunal de première instance de Dixine qui intervient après 2 jours d'audience. Détenu depuis 4 mois, Oumar Sylla Fonike Mengué est reparti en prison. Au sortir de l'audience, les avocats du détenu et responsables politiques membres du FNDC se sont prêtés aux questions des journalistes. Suivez. Au terme d'un réquisitoire qui a pris quasiment 4 heures, monsieur le représentant du ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement et 30 millions d'amende contre monsieur Oumar Sylla dit Fonike Mengué. Aujourd'hui, la défense a eu toute la latitude de démonter pièce par pièce les pauvres arguments développés hier par le représentant du ministère public. Nous avons, n'est-ce pas, de façon successive démontré que les conditions n'est-ce pas, d'établissement des 3 infractions opposées, n'est-ce pas, à notre client ne sont pas réunies en l'espèce. Nous avons confiance que le tribunal nous a attendus et nous espérons qu'à la prochaine audience, nous rentrerons à la maison avec M. Oumar Sylla, libre et fier d'avoir mené la lutte avec conviction. Le procureur de la République a fait honte à la justice guinéenne. Il a fait honte à notre justice. Puisque tout le monde a compris que ce n'est pas un procureur qui défend des citoyens. C'est un militant du RPG Arc-en-Ciel qui pense honnêtement que sa place, s'il doit être procureur ici, il faut qu'il fasse du zèle, il faut qu'il essaie d'arrêter les citoyens, il faut qu'il accuse l'opposition. Ce procureur se comporte comme s'il y a 2 Guinéens, 2 catégories de Guinéens. Des Guinéens du RPG Arc-en-Ciel qui soutiennent le 3e mandat, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On a vu un jeune insulter le président Cellou Dalein, insulter sa famille, insulter son épouse. Le procureur n'a pas dit un mot. On a vu dans ce pays certains qui se lèvent et qui insultent les membres de l'opposition. Pour le procureur Ndiaye, c'est comme si quand tu es de l'opposition, quand tu es contre le 3e mandat, tu n'es pas un citoyen guinéen. Je voulais lancer un appel au nouveau ministre de la Justice, M. Mori, qui a été avocat, qui a été le bâtonnier de l'ordre, de trouver une place pour le procureur. Il faut qu'il parvienne à le former, parce qu'il manque de formation. Quand un procureur est capable de dire le véhicule de Cellou Dalein a été attaqué, il a porté plainte contre X. Ce procureur dit que quand tu portes plainte contre X, le dossier doit être classé parce qu'il ne sait même pas ce qu'on appelle porter plainte contre X. Il ne sait pas que son rôle, c'est de défendre la société. J'en ai honte. J'apporte donc mon soutien total à Fonike Mengué et ce que je sais, par son courage, il est rentré dans l'histoire de ce pays par la grande porte. Les Guinéens n'oublieront jamais Fonike Mengué Sylla, parce que depuis 4 mois, il est en prison. On a tout fait, on a essayé de le dissuader. Il est resté le même, avec le même discours. Il parle au nom du peuple, il défend le peuple. Parce que M. Alpha Condé n'a pas le droit de faire un 3e mandat dans ce pays.
L'ancien ministre de l'Intérieur entend s'impliquer dans le processus du dialogue socio-politique guinéen. Moussa Solano l'a fait savoir à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée jeudi 20 août 2020 à la Maison commune des journalistes. Pour lui, un dialogue structuré s'appuyant sur un collège de personnalités pertinentes permet à la Guinée de sortir de l'ornière. Suivez. Nous précisons que nous sommes inspirés par la situation que nous vivons et nous pensons que nous pouvons dire quelque chose par rapport au dialogue dans notre pays. Nous sommes tous concernés par cette question du dialogue. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé dans notre pays, nous l'avons vécu. On n'a pas besoin de faire une narration à qui que ce soit. Chacun le sait et l'a ressenti dans son âme. Aujourd'hui, nous prenons la décision et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup parlent du dialogue. Beaucoup ont mis des structures en place pour parler du dialogue. Mais peut-être nous avons une structure qui parle davantage avec ce dialogue structuré dont nous parlons, avec ce collège de personnalités pertinentes dont nous parlons. Alors je crois que ça fait quelque chose un peu de particulier par rapport au dialogue habituel. Il n'est pas évident que ce soit nous qui terminions ça, mais nous voulons nous engager dans le combat pour aller à l'encontre, à l'assaut de ces situations qui sont négatives et que nous connaissons véritablement. Il faut donc apporter des solutions, il faut apporter un remède. Voilà notre but. Je l'ai dit une fois tantôt, j'ai dit en politique, il y a ce qu'on appelle la capacité de transformer une influence sociale en prééminence politique. Ça veut dire qu'il y a des personnalités, lorsqu'on dit qu'elles sont pertinentes, ça veut dire que leur statut correspond exactement à la mission qui leur est dévolue. Nous sommes pour un dialogue structuré, et nous faisons appel à ceux qui, de par leur statut, de par leur notoriété, de par leur prééminence, de par leur influence, ont la capacité de pouvoir agir dans le contexte de notre vision, dans le contexte de la façon dont nous voulons mener ce dialogue. Donc, ils ont la capacité de faire en sorte que nous puissions voir les contraintes de ce dialogue-là, les lever de manière à ce que le dialogue soit facilité. L'amende sur le non-port obligatoire des bavettes passe désormais de 30 000 francs guinéens à 50 000 francs guinéens. C'est l'une des mesures prises récemment par le président Alpha Condé dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Les agents de la police s'activent sur le terrain pour faire respecter ces mesures. C'est un reportage de Noumousso Doumbouya, rendu en studio par Kadetou Bari. Cette décision récemment prise par le président Alpha Condé afin de réduire les risques de contamination est diversement appréciée par les citoyens. Pour ce citoyen, les causes du non-port des bavettes sont multiples. Il interpelle la population à respecter la demande du chef de l'État. On ne porte pas les bavettes. On porte les bavettes parce que ça nous a été recommandé par notre président. Mais le fait que tout le monde d'autres personnes ont des maladies, ils sont allergiques à ça, ils ont des asthmes. Bon, tout ce que j'ai à dire, mes camarades et les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, c'est d'accepter le parole que le président a dit, de porter les bavettes, même si tu es malade comme moi ici, j'ai une maladie asthme, mais tu vas porter les bavettes. Dans les cas où tu n'es pas... Tu n'es que simple citoyen, tu portes les bavettes. Si tu n'es pas un simple citoyen, comme moi je suis moutard, je porte les bavettes. Aux côtés du marché, certaines vendeuses de masques dénoncent la négligence du port des bavettes par la population ainsi que par l'autorité. Pour elles, les autorités doivent servir d'exemple. Depuis le début de la pandémie, je vends les bavettes, mais l'engouement n'est pas le même actuellement. Les gens négligent le port des bavettes. Pourtant, nous aussi, cette vente des bavettes nous rapporte beaucoup. Les gens ne portent plus les bavettes.
Même les policiers ne portent pas de bavettes. Pourtant, c'est eux qui doivent servir d'exemple pour la population. Moi, je demande à tous les citoyens de porter les bavettes et arrêter de faire semblant. Certaines personnes mettent des foulards à la place de la bavette, ce qui n'est pas normal. Beaucoup de citoyens ont interpellé l'État à agir afin que chacun soit en possession au moins d'une bavette pour lutter efficacement contre la pandémie. La période hivernale provoque souvent des inondations à Conakry. Par endroits, on enregistre plusieurs dégâts matériels, voire même des cas de mort. Une situation qui s'explique par le manque des caniveaux et le plan d'urbanisation de la ville. Yayo Moubari s'est rendu dans les familles mortuaires. C'est un reportage grand format. Il suffit qu'il pleuve sur Conakry pour qu'on enregistre des cas de victimes dans certains quartiers. Ici, nous sommes au quartier Symphonia dans la commune de Ratoma. La pluie diluvienne qui s'est abattue le mercredi 19 août a tout ravagé sur son passage. Sur les lieux, on constate des murs écoulés, des concessions détruites, des voitures et des motos emportées. Pire, 2 élèves de l'école coranique ont trouvé la mort. Dans les différentes familles mortuaires, c'est la tristesse et l'amertume. Ko Ismaïla Balde, donc on gedal an. Souleymane Balde, on ko mo T6. Bemma ko yehi hiwrondiral T6. Kono ko Ismaïla Balde et Souleymane Balde. Ismaïla Balde non ko min hebi mo. Ismaël Baldé est mon fils, mais Souleymane Baldé, ses parents se trouvent à la T6. Ils étaient tous allés pour mémoriser le Saint-Coran. La pluie qui s'est abattue le mercredi dernier à Symphonia a détruit le mur de leurs internats. Vu l'allure de l'eau, les enfants sont sortis pour préserver leur vie. Certains sont montés sur le toit et d'autres sur la dalle qui s'est écroulée. Les enfants ont décidé de sortir de la cour qui était complètement submergée par l'eau. C'est ainsi que le mur de la cour les a coincés dans le bassin d'eau. Après plusieurs tentatives de recherche, on les a retrouvés morts à 19h. J'ai prie Dieu pour le repos de leur âme dans son paradis. Les victimes accusent le manque de caniveaux pour permettre le ruissellement des eaux souillées et la construction anarchique dans les quartiers d'être à la base de ces inondations. Bon, ce qui s'est passé ici hier, c'est vers 13h qu'une forte pluie est venue, s'est abattue sur Samatara. Donc le pont que vous avez vu peut-être en haut là-bas, le pont n'a pas cédé mais l'eau a débordé. Donc c'est rentré dans les concessions depuis là-bas jusqu'à dans notre concession ici. C'est ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de pertes, même des pertes en vie humaine. Mais les pertes matérielles, j'ai perdu une voiture, une moto, plus la cour que vous voyez là. Et la cour de mes voisins là, ont endommagé une partie de mon bâtiment. C'est ce que j'ai perdu. D'habitude, ça se passe. Mais pour cette fois-ci là, ça a été plus violent. Parce que l'eau qui déborde, la rivière qui a dérouté là-bas, c'est ce qui a amené tout ceci là. Avant les années précédentes, c'est le mur là seulement qui s'écroulait. Et plus de 4 fois, ça s'est écroulé. On a dépensé plus de 50 millions comme ça là pour la réfection. Pour le cas d'hier, précisément, on est resté, l'eau est venue brusquement comme si on avait ouvert des caniveaux. L'eau est venue comme ça là brusquement, ça a envahi tout et ça a entouré toute la maison. L'eau même rentrait même dans le salon. On évacuait au fur et à mesure. C'est descendu, ça a écroulé l'autre mur aussi. Le mur de notre voisin a été écroulé pendant qu'il y avait 2 enfants qui sont quittés à l'école coranique qui attendaient impatiemment le courant d'eau pour passer et le mur s'est écroulé sur eux. De Symphonia, nous nous sommes rendus dans la commune de Matoto, dans le quartier Imbaya Kankarofour. La pluie a endeuillé également une autre famille. Il s'agit de Mohamed, âgé de 14 ans, qui a été emporté par les eaux. La mère de la victime n'en démord pas avec le camarade de la victime.
J'étais allée à Kakosa pour un décès. C'est de là qu'on m'a appelé pour me dire que mon enfant a été emporté par les eaux de ruissellement. On m'a mis sur la moto et je suis venue constater les faits. C'est en ce moment que je les ai vus en train d'aller au cimetière. Ce qui s'est passé, on revenait du terrain de football, il pleuvait et on s'est séparés. Moi j'ai pris la route principale et lui, il a préféré passer par le caniveau. Et quand je suis rentré chez moi, on m'a dit que l'eau a emporté mon ami. Ce que je demande à l'État, c'est de nous aider avec les caniveaux là, parce que chaque année les gens meurent là-bas. L'État n'a qu'à mettre la dalle ou les grillages. C'est bon? Chaque saison pluvieuse, plusieurs familles sont victimes d'inondations. À l'occasion des grandes pluies, les citoyens se réveillent parfois les pieds dans l'eau. L'eau pénètre dans les maisons et cause d'importants dégâts matériels. À Lambagny, dans la commune de Ratoma, les habitants du quartier ont été également victimes d'inondations. Suivez. Avant, nous, on a laissé ce M. Sako. L'eau est rentrée là-bas. Il voulait envoyer tous ses enfants. Lorsque M. Sako est venu, lui, il était là crié. Il dit, c'est nous qu'on a sauvé ici, que puisque tes enfants puissent sortir. Bon, ce qui s'est passé, on était là juste hier vers les 13h, 14h comme ça. Et il y a eu une forte pluie, comme tout le monde le sait déjà dans tout Conakry. Et on était là, il pleuvait beaucoup, il y a eu beaucoup d'eau d'abord. Vu que derrière ici, il y a l'eau qui descend, il y a le voisinage qui est là, il y a l'eau qui descend vers de l'autre côté. Il y a une forte pluie et la clôture qui est juste là, en face, ce qu'on voit là, tout justement. Il y a eu une forte pluie et il y avait l'eau derrière, il y avait les planches qui étaient là, donc il y a eu assez de pression. La clôture ça a cessé de fonctionner et puis ça s'est écoulé, voilà. Il y a eu beaucoup d'eau encore dans toute la cour en fait. Presque. Ils ont presque barré la route d'eau. On ne sait plus quoi faire. Il y a beaucoup d'étages ici dans le quartier et des petites maisons aussi qui ont barré la route. On ne sait plus quoi faire. Et quand c'est la saison pluvieuse, c'est la catastrophe ici dans le quartier. Yeba kulotura ba na se biri na minimelo kere mo iyati mane ga se da se ga fa mutoma mu ga de ga bang butu matila biri siga kane ko ye ni sote beira akwai nan ni nanu mi kitan fa mane nu konti yo mama na bo biya si fara ba na kulotu na da bra ba se be ba rakate yeta ile me ni se mu no ma ke de tunani fe fe ba ke di do ko ye ba fa yati kanada bara sa mu ga kan da biri nan biri bira na kisa bo se mane ya ko sa hamme Rafa beki ya matwala makara bakana kakara bana kala ko song te na parce que ara ba ko na no di me di fa mane no fodi faka di me di fa mane fodi faka mu wala ke na lo han ko mu na walfi hanya mu na wal mu gatan de matwalo village mera mara ka tanyi na re yeto de senera yense mana kira tankana mamu de ga model la bama me ye ba ka te ile mana fa ka sera mu no ma fa mi na ni kasan anite kira mu na ba yense mana ire nya tra ni so bangai anu bangai so tere boru nan nji feta ye tune fane ali munabe madina nabe madi lugone be naga siga sare sode be no ngafa ye baraso mabanki ku alanu ndoko bore fay ye baraso dime na bangi dime be no dime kamini ye barage dime balande bangi ku donc ka alanu ndoko bore mara made birin luma benu parce que ma di me nan mi dogobore faytu ne nan maliri je sagatala ne nan nor sodebe e made bamba e made ramini ma se bi bebe barasiga me na se musiga ba made fan lu made fan be alan wali avant-hier l'eau qui était ici là, l'eau c'était trop. Tu vois, là où ils ont fait poser ici là, l'eau qui est venue se trouve, tu sais, jusqu'au Massé, Lambaïn, toute l'eau qui venait là, ils ont fait caniveau ici. L'eau qui est venue avant-hier, c'était trop, c'est débordé. Je crois qu'ici c'est petit, l'eau qui passe là-bas c'est petit,
L'eau c'est venu maintenant. Nos cours qui est là, il a cassé le cours. Il y a les maisons ici, l'eau est rentrée dans la maison, tout. Il y avait les gens ici. Hier, quand même, on a fait nos mieux. Je remercie le bon Dieu. Hier, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont gâté hier sur nous, mais comme personne n'a pas resté dedans, on remercie le bon Dieu puissant. L'état de dégradation de la route nationale Kagbelen-Dubrika est un véritable cauchemar pour les usagers. Les conducteurs rencontrés par notre rédaction sollicitent l'intervention rapide du ministère des Travaux publics afin de réduire leur calvaire. Sayon Kamara, reportage. De nos jours, pratiquer la route nationale Kagbelen-Dubrika relève d'un véritable parcours de combattants. Des nids de poules, route complètement dégradée, provoquant ainsi d'énormes embouteillages après chaque 5 km environ. Un calvaire que dénonce ce conducteur bloqué ici depuis près d'une heure. Vraiment ici nous on est en train de souffrir ici tellement, c'est beaucoup même. Vraiment, chaque jour c'est comme ça, le matin, le soir, on souffre ici tellement, on ne sait même pas quoi dire. Dans les quartiers, il n'y a même pas route pour dévier. Ça nous fatigue vraiment, ça nous fatigue, ça fait 3 heures de temps. Depuis le matin on est là, entre ici et Dubrika, 3 heures de temps. Est-ce que ça c'est bon? On dirait c'est long voyage. Vraiment, nous on est fâchés comme ça. On est fâchés contre l'État même. On est fâchés contre l'État. Souvent pratiquée par les gros porteurs, cette route est devenue un véritable casse-tête pour les usagers. Face à cette situation, le syndicat des taxis motards lance un appel aux autorités. On demande le soutien à l'État guinéen parce qu'on paye le transport. Vous voyez? Le motard, une fois qu'on achète de la moto, ils sont obligés de payer les cartes de grise et faire de l'assurance. Je pense bien tout l'argent là, ça y va dans le budget de l'État. Donc, au cela, je pense bien qu'on mérite une bonne route. Bon nombre de Guinéens déclarent que jamais la dégradation des différentes routes guinéennes n'a atteint ce degré depuis les premières heures de l'indépendance en 1958. Comme je vous le disais également au sommaire, à Lelouma, les autorités de la commune rurale de Korbé ont du mal à mobiliser des ressources nécessaires pour faire face au développement local. Ces élus locaux disent être confrontés à d'énormes difficultés sur le terrain et pourtant le code de collectivité locale prévoit la subvention chaque année des communes rurales par le ministère de l'administration du territoire. Le conseil communal de Korbé dans la préfecture de Lelouma est confronté à une sérieuse difficulté de mobilisation des ressources locales nécessaires pour financer son plan annuel d'investissement. Quand 2020 on jawle men moɓa jawle parce que min ala jawle boy moɓete en waɗi eɓɓoreji wano ndu suuɗo ni bon sous préfet on bon on ɗon ko logement makko miɗen faala nomin gantara ɗum ɗon kawon ɗo ɗum ɗo ana fi comme finançable ɗum ɗo ko commune o financata ɗum ɗo. Pour 2020 nous n'avons pas mobilisé beaucoup de ressources parce que nous n'avons pas de ressources à mobiliser. Nous avons au programme de finaliser les travaux de construction de ce bâtiment. C'est le logement du sous-préfet dont les travaux de réalisation ont été entamés en 2018 par nos prédécesseurs sur fonds propres de la collectivité. L'ANAFIC n'a pas financé cette action. Face à ce que le chef de l'exécutif communal de Korbé qualifie de désobéissance civile généralisée, cette nouvelle équipe du conseil communal croise les bras et attend des ressources externes qui tardent à venir. Cette réalité se fait sentir parce que c'est la seule commune ici au niveau de Lelouma qui n'a pas de marché hebdomadaire. Nous avons sensibilisé les gens. Même les imams ont été impliqués dans la relance de ce marché hebdomadaire de Korbé. Mais pour le moment, nous n'arrivons pas à trouver une solution. La population de Korbé préfère se rendre à Pétel et à Djountou que de venir ici. Les autorités locales ne fournissent aussi aucun effort pour recouvrer les impôts partagés comme la contribution foncière unique, encore appelée taxe d'habitation. Là aussi, il faut une sensibilisation parce que c'est une taxe impopulaire. Il convient de préciser que l'essentiel des investissements réalisés dans le cadre du développement local a été obtenu grâce à des cotisations des citoyens ressortissants et résidents
de la commune rurale de Corbe. Aucune trace des autorités locales n'est visible sur le terrain. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho de la Cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Suivez. Je vais donner mon intervention à travers ça. Mais vous allez m'excuser très fort de m'exprimer la langue soussou pour que ce que je vais dire ici, pour que tout le monde puisse quand même comprendre. Et moi, au Sénégal, Sénégal, langue bébé falamana. Kono olof nan falama. Sera kempo ruinan falama, Sierra Leone ruinan falamana. La Guinée be, soso ruinan falama be, Conakry be, Fula ruinan falama. Ça dit, soso amu déterminé rien yilang na langue nationale la be. Il est pas bien à bénéficier, mais Corentin n'a jamais bénéficié. Corentin n'a jamais bénéficié. Donc nous avons marron kiyama, nadama mena, unga katuumborbe, unga dia unga fialama. Lakini kabiri nga dia unga sabari ala umari mais fait photo koro aba manara. Moi, je dis que la Guinée a eu son indépendance totale, mais moi, je ne m'en convainc pas. Pourquoi? Notre indépendance totale, ça va nous permettre de libérer toutes les populations. Vous devez libérer, c'est vous. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. Vous avez compris? Mais pourquoi les Guinéens ne peuvent pas se manifester, ne peuvent pas se promener comme il faut, ils ne peuvent pas se marcher comme il faut? Les policiers, avec les agents guinéens, on dirait que le souris avec le ça. Dès que tu sors ta tête, on te tape. Dès que tu fais on te tape. Pourquoi? Quand tu n'as pas sorti, tu ne peux pas connaître l'erreur de ton pays. S'il y a une erreur dans ton pays, tu ne connais pas s'il y a des erreurs si tu n'as pas sorti aller dans d'autres pays. Tu as compris? Quand j'étais à Burkina, le policier ne m'a pas fatigué. On a passé à la frontière. On était à Ghana. On a présenté le dossier. Il nous a remercié, accueilli très bien. Je suis rentré à Ghana. Je suis parti, le véhicule de Guinéen et le plaque guinéenne qu'on est parti. Mais il ne nous a pas fatigués. On ne m'a pas fatigué sur la route. Tu as compris? Je suis rentré ville de Ghana. Madame, je n'ai jamais vu le policier sur la route. Il n'y a que des filles qui travaillent. On travaille sur les filles. Je suis un étranger. C'était de ma première fois d'être là-bas, quoi. Mais ce que moi j'ai vu, j'ai demandé même à Tanti, on a roulé ville de Ghana. Il n'y a pas de policiers à Ghana. Ils ont dit si, il y a des policiers. J'ai dit pourquoi je ne vois pas de policiers sur la route comme la Guinée. Ils ont dit si, c'est la loi. On ne voit pas de policiers sur la route. C'est interdit de policiers. On passait sur les feux. Quand je trouve le feu à Lim, je m'arrête. Je vois les autres. Comme ils s'arrêtent, moi aussi je m'arrête. Je respecte la loi, très bien bon. Je connais la loi et je respecte la loi. Moi, je n'ai pas vu les mototaxis bagarrer avec les policiers, les chauffeurs bagarrer avec les policiers et les personnels discuter avec les policiers. Non. Les populations sont libres. Les transporteurs transportent comme il faut. Les taxis roulaient comme il faut. Tu as compris? Le mototaxi roulait comme il faut. On ne l'empêche pas. Parce que pourquoi? On travaille pour les nations. C'est les fils de pays qui roulent. Moi, je roule ici, Bamako. Je roule ici, Sigiri. C'est à qui que j'amène? C'est les Guinéens qu'on se transporte. C'est les Guinéens qu'on transporte. Tu as compris? Mais pourquoi on nous ménage ici, nous les policiers guinéens, ils nous fatiguent? Pourquoi le gouvernement laisse? Alors, la Guinée, c'est un pays qui a outrepassé à travers sa gouvernance toutes les bonnes manières, il faut le dire. Et j'ai des pincements au cœur en parlant de la Guinée. Et la Guinée, dans sa situation de gouvernance politique,
qui influent dangereusement sur la cohésion sociale et le développement de ce peuple. Et avec les récents événements, il faut se dire la vérité que c'est un pays qui s'enfonce, c'est un pays qui régresse. Et au regard de la situation sociopolitique de ce pays, et tout en commençant par les élections, des élections législatives au référendum constitutionnel, et les gens ont mis leur personne, leur ego au devant du peuple. Parce que vouloir penser que ce pays où nous vivions, que c'est une nouvelle constitution qui est le levier de développement de ce pays, je m'inscris en faux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2010, 2015 et maintenant, il y a des lois que nous avions mises en place, par exemple, en l'occurrence du code électoral, qui a eu son contenu violé par l'exécutif en flagrant délit. Qui peut me dire que ce même exécutif est à mesure de respecter une constitution taillée sur mesure, sans compter les violations flagrantes qui ont suivi ce référendum et en ce qui est de la promulgation de cette constitution. Et pour tout vous dire, madame, ce pays est en train de foncer directement dans le gouffre au regard méfiant peut-être ou passif de chacun de nous. Espoir pour boucler cette édition d'information. Le PSG jouera sa première finale de Ligue des Champions dimanche 23 août 2020 contre le géant Bayern Munich, 27 ans après la finale jouée par le Marseille en 1993. Pendant ce temps, la FIFA s'apprête pour assouplir les critères d'éligibilité pour changer de nationalité sportive. C'est un commentaire de Jeannette Agoudré. Après un match exemplaire en demi-finale contre Leipzig avec un succès de 3-0, le PSG affronte en finale de la Ligue des Champions le géant munichois à Lisbonne dimanche 23 août 2020. Pour la première fois de son histoire, le club de la capitale française peut espérer soulever la coupe aux grandes oreilles. Malgré la crise sanitaire, les supporters parisiens se préparent à la fête en cas de sacre européen, synonyme de consécration pour les propriétaires qataris après une décennie d'investissement massif dans le foot français qui attend une seconde étoile depuis le sacre de Marseille en 1993. Selon Associated Press, la FIFA fait actuellement une réflexion qui pourrait déboucher sur l'assouplissement des critères d'éligibilité pour changer de nationalité sportive. Si cette réforme voit le jour, un joueur pourrait changer de pays, même s'il a déjà joué de matchs officiels avec un autre pays, avec un certain nombre de conditions. Ces conditions sont entre autres avoir joué moins de 3 matchs avec sa première sélection, être âgé de moins de 21 ans lorsqu'il a été sélectionné, ne plus avoir appelé en sélection depuis moins de 3 ans. Surtout ne pas avoir disputé des phases finales d'une Coupe du Monde ou d'un tournoi continental avec la sélection en question. Ces réformes pourraient être adoptées au congrès de la FIFA le 18 septembre prochain. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de votre aimable attention et portez-vous bien où que vous soyez.